président Faure Gnassingbé est candidat à la présidentielle du 15 avril prochain. Il a été investi candidat de l'Union pour la République UNIR à l'issue de la convention du parti au Palais des Congrès de Kara. En acceptant le choix de sa personne, le chef de l'État a pris l'engagement de tout mettre en œuvre avec l'aide de tous pour réussir la mission qui vient de lui être confiée. L'essentiel de cette convention, tout de suite dans ce journal. L'hôtel de février fait peau neuve. Depuis le 20 janvier dernier, ouvriers de toutes les sections du bâtiment se relaient pour redonner à cet établissement hôtelier sa gloire d'antan. Et ce matin, le chef de l'État est allé lui-même constater l'évolution des travaux. Et puis hier, le président de la République était à Niamey. Avec son homologue béninois, Dr Yahibouni, le président Faure Gnassingbé était allé présenter des condoléances au président nigérien suite à l'attaque d'un village du nord Niger par la secte islamique nigériane Boko Haram. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'information du jour. Le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé est depuis ce mercredi candidat à sa propre succession. Il a été investi candidat à l'issue de la convention du parti Union pour la République à Kara. D'abord, je vous propose de suivre les images de l'arrivée du chef de l'État avant son investiture comme candidat. C'était cet après-midi au Palais des Congrès de Kara. C'est ce matin donc que les travaux de la convention ont démarré à Kara. Coordonnateurs, points focaux, cadres militants venus de toutes les régions du pays se sont donc retrouvés au Palais des Congrès de la ville pour choisir unanimement leur candidat au scrutin du 15 avril prochain. La personne donc du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Et le président de la République a accepté cela comme un devoir et un sacerdoce. Il a accepté avec fierté et il a tenu à affirmer qu'il pourra réussir sa mission en ne comptant que sur le soutien de tous. Nous reviendrons plus en détail sur cette convention du parti Union pour la République à Kara dans le courant de cette édition. La suite de ce journal et le chef de l'État a également reçu le matin à Lomé en audience le staff du groupe Caribbean Hospitality Development chargé de la rénovation de l'hôtel du 2 février. La délégation a échangé avec le président sur les innovations qui vont intervenir dans ces travaux, les différents motifs de décoration, accessoires et les emplois et perspectives. Avant donc cette audience qui a eu lieu à l'ancien palais de la présidence, c'est le chef de l'État plutôt qui a rendu visite au groupe sur le site où se déroulent les travaux. À travers une visite guidée, il a pu constater l'état d'avancement du chantier des travaux réalisés à 15% depuis leur démarrage le 20 janvier de cette année. Les précisions avec Prudence Zinsou et
Rémi Abalo. L'hôtel du 2 février, icône emblématique du passé glorieux du Togo, est en pleine réhabilitation. Le président de la République s'est rendu sur le chantier pour se rendre compte du niveau d'exécution des travaux, 15%, et surtout encourager les ouvriers qui opèrent sur le site. Ils sont 1 millier et à 90% des Togolais, heureux d'échanger bien sûr leur force de travail contre une rémunération, mais aussi fiers de contribuer à restaurer ce vestige qui a accueilli de grands sommets et d'illustres personnalités dans les années 70 et 80. C'était un engagement pour nous que, par exemple, tous les jours, on offre le repas aux employés. Donc ça leur coûte absolument rien. Il y a aussi un fonds social pour les aider s'ils ont des problèmes avec, par exemple, pour acheter du matériel scolaire pour les enfants. Si l'épouse d'un employé tombe malade, il a des difficultés pour payer les médicaments, on a un fonds aussi pour ça, pour leur fournir une aide. Okay. Et un repas par jour, aussi bien pour les gens qui travaillent de jour comme de nuit. Ça, c'est un engagement qu'on a pris dès le départ. L'architecture sera rénovée avec du matériel ultra moderne, y compris le décor intérieur qui comprend entre autres 4 types de chambres dont des suites. On rénove entièrement, donc il y aura une partie, pareil, toute la partie piscine, il y aura toute une aire pour le week-end, pour passer le week-end aussi bien en famille. Il y aura des installations aussi pour les affaires, à l'auditorium présidentiel. Il y aura une grande salle de conférence. Il y aura aussi une salle de bal. Il y a aussi beaucoup de salles de réunion, puisqu'il y a une demande dans la région en général pour ce type d'installation. Il y aura aussi un casino, une discothèque, un spa. Donc ce sera 5 restaurants. On va faire en fonction des ressources humaines disponibles localement. Une fois l'hôtel ouvert pendant la phase d'exploitation, ce sera à peu près 500 Togolais. Au finish, voilà à quoi va ressembler le 2 février New Look dans quelques mois. Un hôtel 5 étoiles qui ne fera qu'offrir davantage Lomé comme capitale des grandes conférences et destination privilégiée des touristes. L'historicité du bâtiment méritait cet investissement de 37,5 milliards de francs CFA. Le joyau redeviendra le Radisson Blu Hotel avec un service effectif à partir du 15 octobre prochain. Le staff du Calian Hospitality Development a promis au chef de l'État de tout faire pour respecter ce délai. Les engagements pris par les investisseurs à Dubaï, aux Émirats arabes unis en septembre dans l'espace UEMOA seront bientôt concrétisés. Sur 17 projets intégrateurs, 16 ont retenu l'attention des investisseurs avec qui ont été conclues des conventions de financement pour un coût global de 10 000 milliards de francs CFA. Le Togo a signé un accord de subvention pour le financement des travaux de la voie express Lomé-Sinkasé, frontière du Burkina Faso. 5 mois après ces engagements, c'est l'étape de la descente sur le terrain pour la mise en œuvre des projets. C'est ce qui justifie donc l'arrivée à Lomé d'une délégation de ces investisseurs de la commission de l'UEMOA et de la BOAD. Ils ont été reçus en audience ce mercredi donc par le chef de l'État Faure Gnassingbé. Nous écoutons respectivement le président de la commission de l'UEMOA, celui de la BOAD et le porte-parole des investisseurs au sortir de cette audience au micro de Prudence Zinisso. Nous voulons tout d'abord remercier M. le Président de la République pour nous avoir fait l'honneur de nous recevoir avec le Président de la BOAD
et M. Aaron, qui est le groupe JFCL, qui nous a beaucoup aidé pour la conférence de Dubaï. Nous sommes accompagnés aussi des investisseurs qui sont venus aujourd'hui pour manifester à nouveau leur engagement dans les projets qu'ils avaient et pour lesquels ils avaient déjà manifesté le besoin de pouvoir travailler sur ces projets. Nous sommes venus donc pour voir le chef de l'État, pour lui rendre compte du travail qui a été fait depuis lors, mais également de recueillir aussi ses instructions pour la poursuite du travail que nous avons déjà commencé. Plusieurs projets ont été donc ciblés ici. C'est notamment la route entre Lomé et Saint-Cancé. Et ensuite, il y a des projets aussi agricoles qui sont ciblés. Indépendamment de cela, il y a d'autres projets que le gouvernement va également soumettre à l'autorité des partenaires aussi, qui vont voir s'ils voudraient s'engager dans ces projets. À Dubaï, effectivement, il y a eu des engagements de nos investisseurs qui sont là. Maintenant, il faut traduire ces engagements en actions concrètes. Donc, nous les avons amenés pour déjà prendre contact avec les départements techniques en ce qui concerne les différents projets sur lesquels ils sont engagés et surtout établir une feuille de route pour qu'ils puissent mener très rapidement leur diligence, de sorte que nous entrons dans la phase active, nous rentrons dans la phase de mise en œuvre de ces différents projets. Et ce qui est aussi important à souligner, c'est qu'au-delà des projets qui ont été présentés à Dubaï, nous allons identifier un certain nombre de projets au niveau des départements techniques, surtout des projets nationaux, de sorte que ces investisseurs puissent également prendre un engagement ferme sur ces différents projets que nous allons leur proposer au niveau du pays. Sont venus faire le compte rendu au président de leurs engagements qui ont été des accords de principe qui ont été faits à Dubaï, et maintenant c'est le suivi pour la mise en œuvre des projets. Donc il voudrait profiter de l'occasion pour dire merci à leurs excellences, à Soumaré et à Dorilande, qui ont essayé de regrouper les investisseurs à Dubaï et de permettre la mise en œuvre en Afrique. Particulièrement en ce qui concerne le Togo, ils ont travaillé sur des projets routiers, des projets en ce qui concerne l'aménagement agricole, et aussi ils ont travaillé sur des projets de développement des routes. Les investisseurs qui sont venus rencontrer le président aujourd'hui disent merci pour l'opportunité qui leur a été donnée ici de regarder les projets et de pouvoir apporter leurs investissements et leurs contributions au développement. À retenir également à l'agenda du chef de l'État hier mardi, son séjour conjoint avec son homologue béninois à Niamey au Niger. Les deux présidents étaient allés apporter leur soutien à leur frère et ami nigérien Mamadou Issoufou, dont le pays a subi une attaque de la secte islamiste nigériane Boko Haram. Les présidents Faure Gnassingbé et Yaïboni ont tout d'abord donc foulé le sol nigérien, comme vous le voyez sur ces images, dans la matinée d'hier mardi, accueillis à leur descente d'avion par leur homologue nigérien. Et ce n'est qu'après le cérémonial d'accueil et un premier entretien à l'aéroport que les trois chefs d'État se sont rendus au palais de la présidence nigérienne. C'est donc à la présidence nigérienne que les deux présidents togolais et béninois ont détaillé le but de leur visite, celui de témoigner leur compassion au peuple nigérien suite à l'attaque par les combattants de la secte Boko Haram sur Abadam, un village du nord Niger. Edem, ce soir.
La paix et la stabilité menacées dans la sous-région ouest africaine par la secte islamiste Boko Haram. La solidarité régionale est en branle pour stopper la progression des djihadistes qui viennent de frapper Abadam, un village du nord du Niger. Le président togolais Faure Sozimna Singbe et son homologue béninois Yayi Boni expriment ici à travers leur déplacement leur compassion et leur solidarité au peuple frère du Niger et à son président Mahamadou Issoufou. Après plus d'une heure d'entretien, les trois chefs d'État ont animé une conférence de presse à la présidence de la République du Niger. Le chef de l'État, Faure Sozimna Singbe, a laissé entendre que la menace de Boko Haram est régionale et la riposte nécessite une synergie d'action. Naturellement, nos premières pensées vont vers les familles effleurées qui ont été endeuillées dans cette odieuse attaque de Boko Haram contre plusieurs pays, dont le Niger. Nous pensons aux blessés et nous leur souhaitons un très bon rétablissement. Ensuite, nous avons été impressionnés, nous avons salué le sursaut du peuple nigérien qui a montré qu'il n'adhérait pas du tout à cette idéologie de Boko Haram. Nous l'avons vu lors de la grande manifestation qui a eu lieu à Niamey, mais aussi dans d'autres villes du pays. Et puis, c'est surtout de féliciter, de saluer la bravoure, la combativité des forces armées du Niger qui ont su repousser les différentes attaques. Nous voulons dire que nous nous sentons solidaires du peuple nigérien comme des peuples du Nigeria, du Cameroun et du Tchad qui sont engagés dans un même combat. Il faut savoir que la menace que pose Boko Haram est une menace régionale et nous pensons que la réponse doit également être régionale. Ça, c'est le volet diplomatique. Nous en avons parlé et je pense que nous prendrons des initiatives dans ce sens dans les jours et semaines à venir. La solidarité d'action a été réitérée par le président béninois Yayi Boni qui a précisé l'urgence d'une stratégie commune pour mieux répondre à la menace que constitue Boko Haram. Le peuple nigérien est soudé pour repousser les islamistes. En témoigne la marche républicaine du 17 février dernier, a laissé entendre le président hôte. Issoufou Mahamadou a salué cette démarche de ses pairs et a transmis ses salutations au président ivoirien Alassane Ouattara, représenté par son ministre de la Défense. Les chefs d'État ont évoqué également des mesures à prendre pour rendre opérationnelle la force mixte et multinationale de 8700 hommes annoncée au dernier sommet de l'Union africaine. Et vous en souvenez, en avril 2014, Boko Haram avait enlevé 276 adolescentes au Nigeria. 87 jeunes filles ont pu s'échapper. Nous vous proposons ce soir de suivre le témoignage de l'une d'entre elles qui raconte ce qu'elle a vécu. Le 14 avril dernier, le groupe islamiste Boko Haram enlève 276 jeunes filles d'un lycée de Chibok au Nigeria. Une cinquantaine parviennent à s'échapper, dont Sa'a. Sous ce pseudonyme, cette jeune fille de 18 ans témoigne de ce cauchemar. Après avoir brûlé l'école, ils nous ont dit « Pourquoi vous êtes venus étudier ici ? Vous croyez que l'école c'est bien ? Pourquoi vous ne vous mariez pas ? Et vous ne devez pas vous enfuir ou crier, sinon on vous tue. » Dans notre école, il n'y avait plus que des filles. Ils n'ont pas trouvé les garçons ou d'autres personnes à tuer, et c'est peut-être pour ça qu'ils nous ont enlevés et emmenés.
Je me suis dit, je vais sauter du camion. Même si je meurs, au moins mes parents trouveront mon corps et m'enterreront. Mais si je suis avec le Boko Haram, ils ne sauront pas ce qui m'est arrivé. On estime à 13 000 le nombre de personnes tuées par le Boko Haram depuis 2009. Tout le nord du Nigeria et plusieurs pays voisins sont sous la menace. Au début, le Boko Haram tuait des chrétiens et brûlait des églises. Mais maintenant, quand ils attaquent un village, ils tuent les musulmans car ils leur disent qu'ils auraient dû s'engager dans le djihad. La communauté internationale s'est mobilisée pour les filles disparues du lycée de Chibok, mais le mystère sur leur sort reste total. On a raconté beaucoup de choses sur les filles disparues, mais en fait, on ne sait pas si elles ont été réduites en esclavage, mariées ou tuées. Les attaques du mouvement islamiste déstabilisent toujours plus le Nigeria, qui a dû demander une assistance militaire étrangère. Au courrier départ du chef de l'État ce mercredi, le président de la République a adressé un message de félicitations à son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir de l'État du Koweït. Le président Faure Gnassingbé s'adresse à l'émir Koweït en ces termes. Altesse, en ce jour anniversaire de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir l'heureuse opportunité qu'offre cette solennelle occasion pour me réjouir de l'excellente qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Koweït et le Togo et souhaiter vivement de les voir se renforcer et se diversifier davantage dans l'intérêt bien compris de nos populations respectives. Puisse Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux, en ce moment de souvenir et de communion nationale, accordez santé et bonheur à vous-même et à votre famille, ainsi que paix, sécurité et stabilité pour le Koweït et pour l'ensemble des États de votre région. En vous exprimant à nouveau mon vif et de souhait de voir les relations bilatérales entre nos deux pays se renforcer davantage, je vous prie d'agréer, Altesse, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Gnassingbé Gnassingbé, président de la République togolaise. 3 médecins assermentés ont été désignés par la Cour constitutionnelle. Ils seront chargés de constater le bien-être physique et mental des candidats à l'élection présidentielle du 15 avril prochain. L'un des médecins était absent, les deux autres ont prêté serment ce matin à Lomé devant le président de la Cour constitutionnelle. Dodo Harry Edem ce soir. Au cours de cette audience et face aux membres de la Cour constitutionnelle, présidée par Aboudou Assouman, 2 médecins assermentés pour attester de la santé physique et mentale des candidats à l'élection présidentielle du 15 avril prochain. Le 3e médecin du collège n'ayant pas fait le déplacement, ces 2 collègues ont juré de bien et fidèlement remplir leur mission dans le respect des lois de la République. Aussi se sont-ils engagés à faire le rapport et donner leur avis en leur honneur et conscience et de respecter le secret professionnel. Merci. La Cour donne acte à chacun de vous de la prestation du serment et du forme et vous renvoie
dans l'exercice de votre fonction. Dit qu'il en sera dressé procès verbal pour servir et valoir ce que de droit. La Cour vous félicite. Ces deux récipiendaires, il s'agit du professeur Midi Awa Mustafa, rhumatologue au CHU Sylvanus Olympio, du professeur Balougou Kofi, neurologue au CHU Campus. Le troisième médecin, professeur Gouakou Edem, cardiologue au CHU Sylvanus Olympio, prêtera serment au cabinet de la Cour constitutionnelle. La prestation de serment des médecins trouve son fondement dans l'article 62 de la Constitution togolaise qui stipule que nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il ne présente un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par 3 médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle et l'article 151 in fine du Code électoral qui précise que la déclaration de candidature signée doit être accompagnée, entre autres, de certificat médical constatant l'aptitude physique et mentale du candidat établi conformément aux dispositions de l'article 62 de la Constitution. Autre actualité, les différents acteurs intervenant dans les secteurs de la planification, la normalisation et du développement se sont retrouvés aujourd'hui à Lomé. Ceci dans le cadre de l'examination et de la validation des axes prioritaires d'intervention des PTA. Entendez, plan de travail annuel de 2015 à 2016. Et cette rencontre va permettre aux participants de mieux évaluer les progrès et performances réalisés durant l'année passée et jeter les bases de l'élaboration du nouveau programme pour cette année. Quoi sigler Isidore Kobati. Le Togo dans une nouvelle dynamique de développement à travers l'approche programme 2014-2018. Une vision où tous les axes prioritaires de croissance sont revisités et réactualisés pour être conformes aux besoins de la société. Ainsi donc, un an après la mise en route de ce programme ambitieux, tous les acteurs concernés sont ici pour évaluer les résultats. Et selon les indicateurs, le niveau de réalisation dépasse même les prévisions, notamment dans les secteurs de la gouvernance, la lutte contre la pauvreté, l'emploi des jeunes et la gestion de l'environnement. Et le même dynamisme est attendu en 2015. Nous voudrions voir dans quelle mesure nous pourrons, autour des grands axes que nous avons définis, avoir 4 grands programmes plus cohérents, plus compacts et qui puissent plus complémentaires, qui vont nous permettre d'atteindre au mieux les résultats. L'organisme onusien, le PNUD, accompagne le Togo dans la réalisation de ses objectifs de développement. Et si en 2014 les résultats sont probants, il va falloir corriger quelques manquements. Le positionnement stratégique du PNUD à travers le programme pays 2014-2018 est pertinent et aligné sur les priorités de la SCAP et le plan stratégique du PNUD. Mais puisque le meilleur est l'ennemi du bien, il est toujours nécessaire d'engager plus d'efforts de conceptualisation et de clarification des actions majeures à mener dans le cadre d'une approche programme plus affirmée, aussi bien dans sa formulation et sa mise en œuvre. Un appel qui ne passera pas sous silence, puisque ces acteurs auront à identifier des voies et moyens pour accélérer le processus de planification et le rythme d'exécution des activités inscrites à l'agenda du programme pour récolter plus de résultats.
Dernier mercredi de ce mois de février et rendez-vous avec les entrepreneurs togolais à travers le concept mercredi de l'entrepreneur initié par l'ANPGF, organe d'État qui accompagne les petites et moyennes entreprises. Et ce mercredi, ce sont les entrepreneurs de Calimé qui ont bénéficié de cette session de formation. Apollinaire Kadanga pour le compte rendu. Le secteur privé et plus particulièrement les PME, PMI ont une part importante dans l'émergence de la croissance économique d'un pays. Il faut tout simplement comprendre que sans le dynamisme des PME, PMI, on ne pourra pas parler d'un développement de l'économie. L'ANPGF, l'Agence nationale de la promotion et de garantie de financement à travers son programme, le mercredi de l'entrepreneur, entend donc renforcer les capacités managériales des chefs d'entreprise. Nous avons insisté sur les caractéristiques d'un bon entrepreneur, la tenue des livres comptables, le marketing de la publicité, comment travailler avec une équipe de collaborateurs, d'apprentis ou d'ouvriers. Et nous avons insisté sur la planification financière et nous avons conclu avec les impôts et taxes. Pour les responsables de l'ANPGF, la gestion des PME et PMI doit s'étendre aux autres entrepreneurs de l'intérieur du pays, d'où le choix de la ville de Calimé. La région des plateaux est la région à forte production agricole et donc nous voulons promouvoir les entreprises dans tous ces secteurs-là et surtout améliorer leur productivité. Depuis 2014 jusqu'à nos jours, le programme Mercredi de l'entrepreneur a pu former plus de 1000 chefs d'entreprise de toutes catégories. L'ANPGF offre ainsi l'occasion aux entrepreneurs d'identifier les risques, anticiper les crises et saisir les opportunités pour développer. Du 7 au 9 août prochain se tiendra à Lomé le tout premier salon international de l'immobilier et de l'habitat. Un salon qui réunira donc plusieurs experts et professionnels de l'immobilier venus donc du Togo et pour plancher sur les différents maux qui minent le secteur du logement. Le compte rendu du lancement officiel de ce salon avec Dandouma Ali et Gérard Lagoud. Selon les analyses, le secteur de l'immobilier et de l'habitat constitue un canal inclusif de la croissance économique et pourvoyeur d'emplois. Tout ceci n'est possible que si le secteur est bien organisé, prenant en compte à la fois l'esthétique et les impératifs climatiques. Pour ce faire, le FESTIMO, premier salon international de l'immobilier et de l'habitat au Togo, initie 3 jours de rencontres et d'échanges avec les promoteurs de ce secteur en vue de sa redynamisation. Les salons, on les voit un peu partout dans la sous-région. Il y a une demande recrudescente, comme on l'avait dit, par rapport à l'habitat, au logement, des plus modestes aussi, mais aussi qui répondent à une certaine qualité. Donc ce salon est créé justement pour répondre à cette demande-là de la part des Togolais et des étrangers qui sont dans le pays. Sur le salon, donc les expositions des professionnels, il y aura des conférences, plusieurs conférences, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui doivent être explicités pour les Togolais, notamment l'accès au foncier, la sécurisation des biens, parce que vous savez qu'il y a toujours des problèmes de double vente au Togo. On a toujours peur d'acheter un terrain, même parfois avec un titre foncier, on peut se retrouver avec des problèmes. À compter du 7 août prochain, ce salon va regrouper non seulement les professionnels de l'habitat et de l'immobilier, mais aussi des banquiers, des juristes de droit fiscal, du droit des affaires, des banquiers et bien d'autres. Tous vont échanger pour offrir de meilleures perspectives aux questions touchant à l'habitat au Togo. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué de presse de la CENI.
La Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion publique et toute personne désireuse de faire acte de candidature à l'élection présidentielle du 15 avril 2015 que, conformément à l'article 62 de la Constitution de la 4e République et aux articles 150 et 151 du Code électoral, le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes. Un extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu. Une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise. Un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins 3 mois. Le récépissé du versement du cautionnement prévu à l'article 155 du Code électoral. Un acte de domiciliation délivré par l'autorité compétente. Une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constitués déclare que le dit parti ou la dite coalition a investi l'intéressé en qualité de candidat à l'élection présidentielle ou une liste d'électeurs appuyant la candidature indépendante et comportant les noms, prénoms et lieux de naissance, l'indicatif de la liste électorale d'inscription et la signature des intéressés. Cette liste doit comprendre des électeurs représentant au moins 2000 inscrits domiciliés dans 10 préfectures à raison de 200 au moins par préfecture. Une attestation sur l'honneur que le candidat remplit les conditions d'éligibilité requises, un certificat médical constatant l'aptitude physique et mentale du candidat établi conformément aux dispositions de l'article 62 de la Constitution, la signature légalisée du candidat par le président de la Cour constitutionnelle, l'emblème et le sigle en version électronique et support papier du parti politique de la coalition de partis politiques représentant le candidat ou le candidat indépendant. Une photo d'identité du candidat. Le formulaire de déclaration de candidature et la liste des pièces à joindre sont à retirer auprès de la CENI à partir de ce jour 25 février 2015 de 7h à 18h30. Les dossiers de candidature et le formulaire de déclaration de candidature dûment remplis doivent être déposés au siège de la Commission électorale nationale indépendante au plus tard le samedi 28 février 2015 à minuit contre récépissé. Voilà donc ce communiqué et nous revenons donc sur l'information du jour. C'est l'investiture donc ce matin au Palais des Congrès de Kara du président de la République Faure Gnassingbé comme candidat du parti Union pour la République Unir. Vous voyez donc là les images de l'arrivée cet après-midi du président de la République, candidat de l'Unir à la présidentielle du 15 avril 2015. L'investiture donc du président de la République, candidat du parti Unir, cet après-midi au Palais des Congrès de Kara. Nous reviendrons donc plus en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.